Alors, petit mot d'introduction de cette dernière table ronde qui sera la conclusion, pour dire que, bon, on est effectivement, on collabore ensemble, chercheurs, chercheuses et créateurs, créatrices et gens de spectacles, pour effectivement réfléchir, faire avancer les choses. Et donc, cette collaboration qui dure depuis quelques années, tous les 2 ans, à réunir finalement tout ce monde-là pour réfléchir sur un sujet donné. C'est aussi, les collaborations, elles se font aussi autrement, notamment à travers des écritures. Alors nous, de notre côté, on en produit. Moi, j'ai écrit, alors Philippe, je ne sais pas s'il est là, mais j'ai écrit, oui, quelques 300 pages sur le noir au théâtre, et je parle de Salve, évidemment, de Maggie Marin et de ces cuts extrêmement nets dont parlait Charlotte Beaufort. Nous avons aussi coproduit un livre Lumière-Matière sur ces thématiques-là. Un autre livre qui vient de sortir, que j'ai coécrit avec Philippe Howell, Éclairer la cour d'honneur au Palais des Papes d'Avignon. Si vous êtes à Avignon le 12 juillet, nous le présentons à la Maison Jean Villard. Voilà, donc on est très contents. Et ça, c'est une autre problématique parce que des projecteurs en plein air, ça pose d'autres problèmes et les LED ne sont absolument pas prêtes à supporter la situation. Et puis, enfin, cet ouvrage qui est vraiment la collaboration avec l'UDS. C'est une publication de l'UDS. Voilà, une publication de l'UDS, ici et maintenant, scénographie pour le spectacle vivant, et qui en fait articule les questions de scénographie, mais scénographie au sens large, puisqu'il est aussi bien question de lumière que de costumes, notamment. N'est-ce pas Thibaut Cinet? Voilà. Donc, voilà un petit peu de lecture pour nourrir des réflexions. Et sinon, pour conclure un petit peu sur cette journée, ce que j'ai peut-être pu retenir, tu as commencé en citant Denis Bablet. Donc, 1960, je vais citer Denis Bablet, 1973, c'était le 3e congrès. Il a introduit le 3e congrès à Avignon, ce qu'on appelle OISTAT maintenant, mais OISTT à l'époque, éclairage et son dans l'espace théâtral. Voilà, donc en 1973, et où il était question de la lumière et du son confrontés aux nouvelles formes d'espace théâtral. Et très rapidement, à cette époque-là, avec les outils finalement réflexifs de l'époque, il en conclut plusieurs choses, que la technique progresse alors que l'art évolue. Donc c'était un peu sa manière de voir. Et il classe un petit peu les choses, c'est un peu une manière de faire aussi, de la sémiologie, et qui, d'un côté, il parle des débauches d'effets de matériel, pour, par exemple, Kildex 1 de Nicolas Schoeffer, de la même année, 1973, ou Polytope de Xenakis, où il parle de lumière cinétique, et puis, d'un autre côté, de metteurs en scène comme Grotowski, qui affiche clairement le refus de toute cette technologie pour revenir à l'essentiel du théâtre. Alors, après, il décline les choses en questions un petit peu morales, mépris, indifférence, reconnaissance, fétichisme par rapport à l'outil. Mais ce qui va m'intéresser, c'est plutôt qu'il est question d'espace, et ça a été dit dès la première intervention de François ici présent, et rappeler aussi, c'est Charlotte qui a ramené cet élément-là, la question humaine, la dimension humaine. Parce que finalement, ces questions de copilotage, évidemment, on a vu en traversant que ça ouvrait toutes les questions des outils de pilotage. On en a vu toute une déclinaison intéressante, le comment travailler ensemble, la recherche de solutions. On a parlé de timecode plus ou moins souple, voilà. Et, mais aussi, qu'est-ce que l'humain va apporter? C'est effectivement une question de rythme, de durée, de temporalité, de respiration qui est la relation humaine. Et il a été question de trouver un langage commun. Et Charlotte, effectivement, on peut dire que ton métier se dessine un peu comme un chef d'orchestre, finalement, une chef d'orchestre en l'occurrence, parce que tu es une femme, et c'est tellement rare dans le métier qu'il faut le souligner. Et que finalement, on revient à l'humain et aux questions humaines, puisque les questions écologiques qui viennent d'être posées, c'est parce que tous les vivants pâtissent de ce mouvement qui nous emmène dans ces chaleurs extrêmes, ces tempêtes et ces intempéries et ces difficultés à chercher et trouver des solutions ensemble. Voilà un petit peu où on en est. Donc,
je propose que vous... Charlotte, je te cherchais dans la salle, en fait, tu étais là. Ouais. Désolée. Donc, peut-être un petit peu revenir au déroulé de cette journée, mais surtout dialoguer avec la salle pour que nous puissions avoir ce temps d'échange qui soit le plus ouvert possible pour conclure finalement sur le faire ensemble. Voilà. Alors, peut-être... Qui a envie de revenir un petit peu sur des essentiels que vous avez pu peut-être retenir ou voilà, François. Oui, ce que j'ai envie de retenir de ces différentes rencontres, c'est le rapport aux outils. Et je pense que là, il y a quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'on sort de l'usage systématique du jeu d'orgue, par exemple, ou de la console son, pour s'interroger sur la relation au temps, la relation à l'espace, et donc les outils qu'on va mettre en œuvre dans le cadre d'une création particulière. Voilà, c'est le cas avec Philippe. Enfin, il y a eu on a vu plein d'outils, et ça pose des questions intéressantes. Là, je pense surtout aux élèves qui sont présents, où la pensée être conscient que les outils qu'on choisit influencent nos productions. Voilà, c'est un peu ce que j'ai envie de retenir de cette rencontre. Je sais pas. Merci pour cette belle journée de rencontre d'ailleurs. Le spectacle vivant finalement n'est comme beaucoup de choses qu'un prétexte à se rencontrer et à vivre des belles choses entre êtres humains et à vivre des émotions fortes. Donc souvenons-nous de ça. Et je pense beaucoup aux étudiants. Merci pour votre accueil. D'ailleurs, les étudiants, c'était super de vous rencontrer et de partager cette journée avec vous. Vous avez un super outil de travail à l'ENSAT et vous arrivez à une époque où le monde du travail, d'une manière générale, et le spectacle vivant, d'une manière plus particulière, est quand même aussi un petit peu en bouleversement et c'est pas forcément hyper simple, ce milieu, d'un point de vue professionnel en ce moment. Donc, je pense que ça va être à votre génération aussi de réinventer plein de choses et j'ai hâte de voir comment vous allez aussi vous emparer de tous ces sujets qu'on a pu évoquer aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Et Christine, tu veux parler, Christine? Vas-y. C'est le moment. Oui, moi, c'était simplement le plaisir pour une fois de pouvoir un petit peu parler de ces deux disciplines, sachant que le son est peut-être encore plus discret que la lumière, hein, que ce soit au niveau de la perception des spectateurs ou dans la recherche, et que peut-être on n'a pas vraiment eu le temps aujourd'hui, mais il aurait été intéressant d'aborder les questions d'écriture, l'écriture du sonore, l'écriture de la lumière, sur quel plan, etc. Et que j'espère que d'autres journées nous permettront de mieux rencontrer. Et peut-être qu'on aurait pu avoir un peu plus d'invités du côté son. Et que voilà. Mais merci en tout cas. Christophe, veux-tu dire un mot? Je sens que tu veux passer le micro à la salle. Oui, non, je suis très content, mais ça va. Alors, effectivement, l'idée, si on peut peut-être remettre un petit peu de lumière dans la salle, si c'est possible, effectivement, de vous passer le micro, de façon à ce que vous puissiez vous exprimer librement sur vos impressions, ce que vous retenez, et les questions avec lesquelles vous repartez, parce qu'il me semble important de repartir aussi avec des questions et avec des envies d'aller... pour nous, en tous les cas, en tant que chercheurs, on aime bien de prendre des notes de résonance, des questions avec lesquelles on va repartir et on va repartir chargé. Alors, moi, j'ai pris le micro. Oui. Merci pour cette journée toujours aussi enrichissante et merci pour cette thématique. On a beaucoup parlé donc du rapport entre la lumière et le son. On a parlé des moments qui sont particulièrement harmonieux entre la lumière et le son. Et je voulais un peu aborder la question du décalage. Je me suis posé cette question notamment pendant l'intervention sur la musique actuelle. Nouria, elle devait partir, elle devait s'occuper de son enfant. Nouria. Non, c'est Charlotte Lusier. Et je me posais un peu la question du décalage, de la dissonance et des contretemps, de la syncope, pour parler en termes musicaux. Voilà, je me posais un peu cette question-là qui m'a traversé l'esprit, notamment dans cette intervention-là, mais elle se pose aussi évidemment pour l'opéra. Donc sur des moments où finalement on peut être aussi un peu en décalage. Et voilà, est-ce qu'on a des expériences, des retours d'expérience ou des
des choses de cet ordre-là. Ou en contrepoint. Ou en contrepoint. Oui, mais ça, c'est comme toute écriture. Et le décalage, ça fait partie. Enfin, on est calé ou décalé, enfin, c'est comme une écriture contrapuntique ou harmonique. Et comme c'est plusieurs outils différents, entre le son et la lumière, ça tisse des choses ensemble ou n'étant pas ensemble, l'un met en valeur l'autre. Bien sûr. En ce qui concerne... Ah, tu veux prendre le micro, parfait. Vas-y. Prenez les micros, oui. Je peux poser une question. Oui. J'ai voulu poser une question par rapport. C'est vraiment une chose que je me demande en vous écoutant. Lumière et son peuvent partager cet aspect spectral, c'est-à-dire que les sons peuvent être vus, conçus comme un spectre, et la lumière, on a vu notamment dans cette transition vers la LED, qui est approchée différemment que l'incandescence, de par son aspect spectral. Donc je me demandais si les sons n'auraient pas quelque chose à apporter à la lumière, étant donné, comme c'était dit dans ta première intervention, François, que les sons peut-être a déjà avancé avec cette étude spectrale, cette approche spectrale de la musique. Est-ce que peut-être ce savoir de la musique pourrait apporter quelque chose en ces moments où la bascule est faite, la transition est faite déjà de l'incandescence à la LED, mais où on s'efforme, on essaie de trouver les outils pour mesurer et pour se former aussi à cette approche spectrale de la lumière. Alors, oui, effectivement, on travaille sur des ondes, donc effectivement, on peut penser l'onde dans le temps comme une sinusoïde, on peut la passer en fréquence et avoir une vision spectrale. Il y a quand même de grosses différences entre le son et la lumière, c'est-à-dire que les fréquences sont évidemment pas les mêmes, mais la grosse différence, c'est que nous, on a besoin d'un matériau, la lumière n'a pas besoin de matériaux. Et on peut parler de couleurs sonores, effectivement, la qualité spectrale va définir un timbre, la qualité spectrale d'une lumière va définir une couleur ou une teinte. Mais la comparaison, je pense, s'arrête là, quoi. Je vois pas... on a vu l'orgue de couleur, par exemple, mais ces expériences de la kinesthésie, en fait, sont... c'est peut-être un avis très personnel, mais je trouve que c'est très pauvre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a énoncé une correspondance, oui, et alors, quoi. Je ne sais pas si ce parallèle-là est intéressant à creuser. D'un point de vue physique, il y a des proximités, bien sûr, mais une fois qu'on l'a compris, qu'on l'a dit, je vois pas de relation physique. Oui, parce que là, ce sont des interactions fixes, alors que ce qui est passionnant dans nos métiers, c'est les interactions que chaque spectacle va tisser et chaque moment entre les différents composants. Et des interactions sensibles, en fait. Juste pour finir dans la notion d'interaction, c'est justement quand on sort du physique et quand on sort de l'objectivité, on en parlait du capteur, ou quand on sort de l'objectivité de la machine, c'est là qu'on peut commencer à trouver la poésie. Donc, enfin voilà. Oui. Pour poursuivre là sur ce que tu viens de dire, j'ai pas bien compris ce que tu voulais dire par. Je sais pas si ça marche. Oui, si ça marche. Si, ça marche. Par matériaux. La différence quand tu parles de matériaux, et puis j'ai... Oui, le son ne peut circuler que dans un matériau, l'air, l'eau, un solide, alors que la lumière, c'est une onde électromagnétique qui peut se déplacer dans le vide, pas le son. Oui, mais en fait, elle est visible s'il y a un matériau aussi. En fait, elle est rendue... Oui, mais l'information lumineuse, l'onde, peut se déplacer dans le vide. La preuve, on voit le soleil, on voit les étoiles. On n'entend pas le soleil, on n'entend pas les étoiles. Je le regrette beaucoup, mais... Bon, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi là, sur les liens de proximité entre lumière et son. En fait, je ne vois pas... Je trouve pas que ça nous avance beaucoup, en fait, d'un point de vue artistique, en fait, de créer des liens entre les deux. Par contre, pendant cette journée, je m'interrogeais un peu, justement, parce que le thème, c'était interaction, lumière et son, sur, peut-être en l'occurrence, là, dans le cadre du spectacle vivant, mais finalement, qu'est-ce que
qu'est-ce que la lumière peut faire que le son ne fait pas d'un point de vue dramaturgique? Finalement, j'y ai pensé un petit peu pendant la conférence de Françoise, parce que finalement, en tant que, et je pense que Benjamin, vous l'avez un petit peu évoqué, mais j'ai l'impression que en tant que concepteur, créateur, cette question de lien, et moi je l'ai rencontré aussi quand j'ai collaboré avec un compositeur. Finalement, comment on arrive à travailler, à dialoguer en fait, et pour le spectacle vivant, qu'est-ce que, je le formule peut-être pas très bien, mais en fait, tout d'un coup, je me posais un peu ces questions qui sont un peu délicates peut-être à formuler et puis à essayer de travailler, de décrire, mais je me demandais finalement qu'on n'a pas beaucoup finalement creusé ça en fait, parce que c'est une vraie difficulté finalement, il me semble. Peut-être une chose qu'on n'a pas non plus évoquée, c'est que le son s'adresse directement au corps du spectateur, alors que la lumière, c'est la lumière réfléchie par les éléments visuels qui sont présents sur scène, donc il y a quelque chose déjà de plus indirect. Je sais qu'en lumière, nous, on est souvent un peu jaloux du pouvoir du son, de pouvoir immédiatement installer tout à coup un grand sentiment de tristesse ou faire rire les gens, alors que nous, en lumière, il y a quelque chose sans doute de plus décalé. Une autre différence où moi je suis jaloux de la lumière, c'est que, c'est la question de la médiatisation. C'est-à-dire que là, je parle, on m'entend à travers un micro, et donc si on monte pour avoir plus fort, en fait, c'est pas moi qu'on entend, c'est le micro, le haut-parleur. Alors que si on éclaire plus un comédien, c'est toujours le comédien qu'on voit. Il n'y a pas de médiatisation. La lumière a un rapport direct et immédiat et beaucoup plus sensible, je trouve, que le fait de médiatiser. Et cette médiatisation, il y a des fois où j'aimerais avoir la possibilité de monter la voix du comédien comme je monte la lumière sur un comédien, et ça, je ne peux pas le faire. Alors, il y a une chose qui est peut-être pas une différence, je n'ai pas envie de créer des dichotomies, mais quand on travaille l'un et l'autre, il me semble que, j'ai l'impression, en tous les cas, que le souci dans l'installation dans un théâtre, pour la création lumière, c'est la question des sources, et on en a parlé tout à l'heure. Et pour finalement, vous dites toujours sondier, je ne sais pas comment vous dites. Sondier, en fait, c'est pas très élégant. C'est comme si je disais courju pour les électriciens, par exemple, aussi. Tu vois, c'est un peu de l'argot, quoi. Les créateurs sonores. On n'a pas de nom, ça aussi, c'est assez révélateur. On n'a pas de nom. Et eux, la question, finalement, va passer par la diffusion. C'est-à-dire le placement et les sources de diffusion. Donc il y a les sources de production de la lumière et les sources de diffusion. Donc production, diffusion. En fait, il y a quelque chose qui m'est apparu aussi comme des questions à se poser en disant, mais en fait, ah oui, à quel endroit ça se rejoint finalement? Ça se rejoint, c'est nous qui faisons la synthèse d'une certaine manière. Ça se rejoint sur la question de la gestion de l'espace. Évidemment, puisque la diffusion va définir un espace de diffusion, un espace sonore. Mais encore une fois, c'est pas les haut-parleurs qui émettent, c'est ce qu'on met dans les haut-parleurs. C'est-à-dire que les haut-parleurs ne sont que des, je sais pas comment dire, mais des médiatiseurs, des transducteurs, enfin. Et la question de cette médiatisation, en fait, elle est complexe pour nous, quoi. Alors, il y avait une question encore dans la salle, une intervention ou réflexion à l'issue de cette journée. Bonjour, merci pour toutes ces interventions déjà. Et par rapport à quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, il y a eu des remarques par rapport à l'utilisation du noir cut, comme quoi c'était quelque chose d'intéressant pour vous, un peu qui peut être jouissif. C'est quelque chose qui a été dit plusieurs fois. Et dans des lectures que j'ai fait récemment, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'éclairagistes qui faisaient des ponts entre le noir et le silence. Et je me suis dit que c'était pas une interaction lumière-son qui avait été évoquée. Donc je voulais savoir si ça vous évoquait des choses de faire justement ces liens entre le noir et le silence. Bon, alors moi personnellement, j'en ai écrit 300 pages, donc t'es bien. Voilà, je vais juste dire que le noir n'est pas l'absence du voir, et est-ce que le silence, c'est l'absence de l'entendre? Peut-être poser ces questions à ces endroits de perception, peut-être plutôt que dans finalement une similarité
Et là, on a de quoi réfléchir effectivement un moment sur cet aspect-là, parce que c'est un peu une facilité de rapprocher les deux, mais en fait, c'est une histoire de senti, de sens aussi. D'abord, est-ce que le vrai silence, ça existe ? Je ne sais pas. Voilà. Donc ça pose plein de questions en fait. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé avant, après, la durée, qu'est-ce qui résonne encore en nous ? Donc c'est beaucoup plus complexe que simplement une dichotomie. Ça fait 2 fois que j'utilise le terme, vous allez me dire que... Mais enfin, d'opposition, voilà. Blanc, noir, bruit, silence. Voilà. Mais merci pour la question. Mais la question est intéressante. Mais il y a plein de sortes de noirs différents. Enfin, il suffit de lire le livre de Véronique. Mais il y a plein de silences différents. Le silence à la fin de l'art de la fugue, quand il n'y a pas la dernière note, la note qui suit, il est énormissime. Le silence quand on éteint la salle, c'est un silence ordinaire. Donc le silence, il prend la valeur de ce qui précède, de ce qui va suivre. Et quand on parlait de plaisir de synchroniser le noir et le silence, c'est pas seulement le noir et le silence, c'est un moment de spectacle où c'est la régie qui synchronise tout pour que tout s'arrête exactement en même temps, et que du coup, effectivement, comme disait Charlotte, c'est 150 personnes qui sont dans la même suspension de quart de seconde dans le même temps, et ça on le sent, et c'est ça qui fait la vie. Voilà. Et pour ouvrir la question du silence, cette question du silence, moi, elle me fait penser, elle m'évoque la question de la dynamique, c'est-à-dire quelle est la différence entre mon niveau le plus faible et mon niveau le plus fort, c'est-à-dire sur quel est mon ambitus d'écriture. Voilà. C'est on ne va pas rentrer là-dedans, mais sur les spectacles, c'est quelque chose de très important. Ouais, sur les spectacles, on est très influencé par le son, j'appelle ça le son télé, mais ça peut être le son télé, le son cinéma, c'est-à-dire qu'on a une habitude d'une écoute normée. Par exemple, ici dans la salle, avec ce micro, mon écoute est normée, aplatie. Donc la question du silence, ou la question au contraire du forté, interroge cette norme. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, ou dans le silence ou dans le forté. Et on peut donner, là, pour aller dans ton sens, le même écho dans la lumière, ou dans le spectacle. La lumière de spectacle, moi, personnellement, je cherche à avoir une grande dynamique de lumière. C'est-à-dire avoir des choses très, très sombres et très, très lumineuses. Et que peut-être qu'on trouve trop de spectacles qui se norment aussi. C'est-à-dire que en dessous d'un minimum de lumière, c'est plus recevable. Et puis si c'est trop fort, c'est souvent trop fort. Mais il y a aussi il y a un peu la même normalisation qui vient pourrir la lumière aussi, un petit peu. Oui, on en a parlé tout à l'heure, peut-être. La LED a tendance à quand même uniformiser les choses par simplification. Non, là je suis pas d'accord. C'est l'utilisation de la LED. Ben oui. Parce que la simplification d'utilisation, c'est ce Non, 2 secondes. Les projecteurs LED, les sources LED nous donnent beaucoup plus de possibilités de variation de lumière que ce qu'on avait avec les lampes halogènes. Après, c'est à nous de prendre les outils qu'on nous met à disposition pour les utiliser si on en a besoin. On n'a pas forcément besoin de 50 000 variations. Mais la LED donne, des bons projecteurs LED ont une puissance de variation et de modulation de couleurs, d'intensité exceptionnelle. Et donc, c'est l'utilisation de la LED qui normalise, c'est pas la LED elle-même. On peut peut-être, je ne sais pas exactement ce que tu voulais dire, mais il y a quand même une normalisation du faisceau. C'est-à-dire que maintenant, on a une qualité de faisceau, serré, moyen, large, mais par rapport à la variété de qualité de faisceau dont on pouvait disposer au XXe siècle, il y a quand même quelque chose là qui s'est... Non, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais... Mais c'est différentes choses. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on voit, c'est que... je crois bien que c'est toi qui as dit, il y a une histoire aussi de temps, enfin, avec cet outil qui demande plus de temps, plus d'adaptation, plus d'exploration, plus de compréhension, de connaissances. Et en fait, les créatrices n'ont pas le temps, finalement, d'appréhender l'outil. Si, dans le monde idéal que tu dis,
Tout à fait. Mais en fait, bien souvent, on arrive à des simplifications qui fait qu'on va utiliser finalement la palette dans les couleurs, mais je ne parle pas de vous, à votre niveau, à quel endroit vous travaillez, dans des endroits où on va vous donner suffisamment de temps et de moyens et d'assistants pour pouvoir décliner effectivement le plus correctement possible toutes les compétences de l'outil. Mais dans d'autres sphères, bien finalement, les gens vont aller à la simplification et utiliser finalement la couleur de base, finalement des couleurs qui sont intégrées directement dans le projecteur LED. Et voilà, si on trouve si souvent ce rose magenta, est-ce que c'est par goût? Peut-être, après tout, je vais dire que c'est ça. Non, c'est pas par goût, c'est pas possible. Enfin voilà. Je crois qu'on est un peu très chaud. Juste pour prolonger, en fait. En fait, là, on n'est pas sous des LED, on est sous des. Si, on est sous des LED, nous. Là, non, il y a un peu de part. Non. Il y a un peu de part, mais au-dessus, c'est des LED. Voilà. Donc, la salle, prenez encore un peu la parole. Et puis après, on peut s'arrêter, quoi. Ouais. Et on peut continuer. Oui, c'est ça. Non, mais moi, j'ai juste, en fait, c'était pour prolonger. Et il me semble que. Je sais plus ce que. C'est vrai que je suis fatiguée aussi. Je pense que pour rejoindre ce que tu dis, Véronique, c'est aussi des questions de moyens. En fait, c'est que sur les productions, on a de moins en moins de temps pour créer, alors que c'est vrai qu'il y a 20 ans, en fait, on avait énormément de temps pour rechercher, en fait, pour expérimenter avec les sources, ce qui est plus le cas. Donc c'est peut-être un autre problème, en fait. C'est pas parce que j'ai récemment discuté avec une régisseuse de tournée d'un spectacle de Pomera là, qui a été primé. Et en fait, ils tournent avec leurs propres projecteurs LED, donc en fait, qui sont calibrés, etc. Donc, je pense que c'est une façon de remédier aux problèmes des calibrages, des problèmes des LED, etc. C'est-à-dire que c'est les grosses, les tournées importantes. En fait, ils investissent dans leur propre matériel lumière et ils tournent avec, en fait. Ce qui est peu éco-responsable. Oui. Eh bien, écoutez, sur ce mot de la fin, on va dire, on vous propose... Alors, quelqu'un veut dire encore un mot? Les étudiants. Voilà. Ben, vas-y. Alors, je te laisse remercier. En tous les cas, remercions tout le monde, organisateurs, organisatrices de cette journée, la possibilité de faire cette journée. Tu veux bien sûr remercier... Les étudiants, bien évidemment, et l'ANSAT de façon plus élargie. Mais merci à vous, et puis la relève est là, tout va bien. Voilà, merci à tous. Merci.